Merci de suivre les programmes de la télévision Africa, la chaîne panafricaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau de questions à débattre Madame la ministre Irène Marie-Cécile Bounkou-Kinbassa, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire du Congo. Elle est avec nous pour parler d'engagement, de coopération et des défis de développement social sur notre continent. Merci Madame la ministre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, Madame la ministre, depuis quelques jours, vous êtes au Sénégal. Quel est l'objectif principal de votre visite ici au Sénégal? Merci de nous inviter sur votre plateau. L'objet de notre visite ici à Dakar au Sénégal, c'est un objectif d'échange d'expériences entre pays du Sud. Nous avons une politique que nous mettons en œuvre dans le cadre du social et nous avons un cadre juridique à mettre en place qui n'est pas encore préparé. Et nous sommes dans cette dynamique et nous n'avons pas voulu aller prendre l'expertise hors Afrique. Nous avons fouillé, cherché, travaillé et nous avons compris que le Sénégal était déjà outillé dans ce cadre-là. Le Sénégal a sa loi cadre, dans le cadre du développement du domaine de la solidarité. Et nous avons voulu partager cette expérience et aussi la stratégie. Nous devons mettre en place la stratégie et le Sénégal a déjà une stratégie. La politique d'action sociale de mon pays nous recommande de mettre en place un fonds de solidarité. Et nous n'avons pas encore mis en place ce fonds, tout simplement parce que nous nous sommes posés plusieurs questions et apprenant que le Sénégal avait déjà un fonds de solidarité, nous avons voulu savoir quelle a été la démarche et comment ce fonds est financé. Voilà pourquoi nous sommes venus ici à Dakar pour échanger nos expériences avec ce que nous faisons et ce que le Sénégal fait dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et dans le secteur de la famille et des solidarités, puisque le Sénégal a deux ministères bien distincts. Il y a le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire et enfin il y a le ministère de la famille et des solidarités. D'accord. Quelles leçons ou bonnes pratiques avez-vous tirées de l'expérience sénégalaise en matière d'action sociale et humanitaire? Écoutez, avant d'aller dans ce sens-là, ce que j'ai retenu, c'est d'abord le sens de la solidarité, puisque nous sommes en terre africaine et nous avons été très bien reçus dans ce cadre-là, parce que nous avons bien compris que nous n'étions pas en Europe, où il faut beaucoup de protocoles. Chez nous, il n'y a pas de protocole en Afrique. Donc nous avons été très bien reçus et nous avons atteint les objectifs de notre mission. La mission a été tellement bien organisée par nos pairs, en même temps avec la validation de notre côté, mais ça a été très dense. Pendant près de 7 jours, nous avons travaillé non-stop. Nous avons travaillé avec le ministère de la microfinance, avec le docteur Dioun, et travaillé avec Madame le ministre en charge de la famille. Nous avons vraiment été très bien reçus. Déjà ça, c'est la première leçon. C'est l'acceptation, la réception par nos pairs du Sénégal. Et enfin, la disponibilité dans la conduite de notre mission. Ça, c'est vraiment, ça a été quelque chose qui nous a touchés. D'ailleurs, nous l'avons relevé ce matin en faisant le débriefing de la mission. Parce que ce matin, nous avons travaillé au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Nous avons fait le débriefing de toute la mission et nous l'avons notifié. Nous avons été vraiment, comme on le dit, entre guillemets, mis à l'aise. Les collaborateurs des deux ministres étaient disponibles. Ils ont été à notre écoute et nous leur avons partagé aussi notre expérience à nous, Congolais, sur le terrain, ce que nous faisons dans le domaine du social. Voilà, nous repartons avec des leçons apprises et nous allons travailler. Nous avons aussi partagé notre expérience à nos pairs qui nous ont reçus de la République du Sénégal. D'accord. Vous, à Brazzaville, vous prévoyez d'organiser le forum d'économie sociale et solidaire.
Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce forum? Ben, le forum sur l'économie sociale et solidaire est en préparation. Après le forum africain de Yaoundé au Cameroun, les Africains, les autorités africaines, les ministres, je veux dire, c'était focalisé sur la suite à donner par rapport à ce forum africain. Et donc, ils ont décidé de la tenue du prochain forum à Brazzaville. Et nous allons préparer ce forum avec ma collègue qui a en charge l'économie informelle, elle qui était présente à ce forum-là à Yaoundé. Donc, nous allons nous atteler déjà au mois de juin, le 25 juin, nous allons recevoir les experts, parmi lesquels il y a M. Diop. M. Diop qui est le coordonnateur des acteurs non étatiques, des acteurs non étatiques du Sénégal qui viendra. Et justement, pendant son séjour au Congo, nous allons profiter aussi pour échanger avec lui sur notre loi que nous allons mettre en place, la loi cadre que nous allons élaborer d'ici les 2-3 prochains mois qui vont arriver. D'accord, nous allons parler de votre pays, du Congo. Alors, quels sont aujourd'hui les principaux défis sociaux auxquels la République du Congo fait face? La République du Congo a un défi. Le défi, c'est de sortir sa population de la précarité, sortir sa population de la grande pauvreté, de la pauvreté et vraiment de la vulnérabilité. Et pour cela, c'est ce qui fait que vous voyez que nous nous déplaçons. Nous sommes venus à Dakar pour ça, pour comprendre qu'est-ce que les autres font. Mais nous, ce que nous faisons sur place, nous avons déjà des projets. Des projets d'insertion, par exemple. Nous avons un projet qui s'occupe de la protection sociale et de l'insertion productive des jeunes. Ce projet vise 45 000 jeunes. Nous allons les former. Nous allons les former aux différents types d'emplois, selon leur choix. Nous n'allons pas leur imposer. Chaque jeune va décider de ce qu'il voudra faire de sa vie. Et donc, nous allons les former. Et dans ces 45 000 jeunes, nous avons près de 20 000 jeunes que nous allons former à l'auto-emploi, que nous allons accompagner en mettant en place un financement qui va l'aider à aller vers la sortie de la situation de vulnérabilité. Vous savez très bien, les pays africains sont confrontés en ce moment au problème du chômage. Beaucoup de jeunes sont dans le chômage. Et comment trouver? Nous n'avons pas d'entreprise, nous n'avons pas une multiplicité d'entreprises. Et donc, l'État réfléchit comment faire pour pouvoir autonomiser ces jeunes. Et donc, au niveau de ce projet-là, nous avons ce financement-là qui est là, avec un prêt de la Banque mondiale qui nous permet de mettre en œuvre ce projet. À côté de cela, nous avons un autre projet. Celui-là, c'est un projet d'insertion sociale carrément. Le projet, nous l'appelons Téléma. Téléma, c'est un mot congolais qui veut dire debout. Nous mettons debout tous les porteurs de projets qui viennent vers nous. En priorité, en majorité, ce sont des jeunes. Des jeunes porteurs de projets qui arrivent, qui soumissionnent, qui posent leurs idées, qui emmènent, qui viennent parfois avec juste une idée de projet. Et nous, au niveau du ministère, nous avons une équipe de projet qui met en œuvre le projet, qui a mis en place une stratégie. Et nous avons aussi pensé qu'il fallait accompagner ceux qui seront bénéficiaires de l'argent, du financement pour la mise en œuvre de leur projet. Nous avons pensé sur l'expérience, sur les acquis de l'Essungui, étaler le projet sur tout le territoire. Actuellement, nous sommes à peu près à 13 départements et donc, sur les 13 départements, le projet doit être mis en œuvre. Qu'est-ce que nous faisons au niveau de ce projet? Nous avons des transferts monétaires conditionnels. C'est quoi le transfert monétaire conditionnel? Ce sont des transferts d'argent que nous mettons en place pour assister les ménages pauvres, les ménages très pauvres, des ménages dans lesquels il y a des enfants qui vont à l'école, les ménages dans lesquels il y a des personnes vivant avec handicap, ou des ménages dans leur sein où il y a des personnes âgées qui ne peuvent plus rien faire. D'accord, Madame la Ministre. Alors, envisagez-vous des partenariats ou accords de coopération avec le Sénégal dans le domaine social ou humanitaire? Oui, cela a été envisagé. Cela a été envisagé à la fin de notre réunion de débriefing. Cela a été bien envisagé. D'ailleurs, nous étions accompagnés de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Congo au Sénégal. Et donc, le côté diplomatique,
va prendre le relais pour nous préparer ce protocole d'accord dans le cadre du social. Mais ce n'est pas seulement avec le Sénégal. Vous savez, l'Afrique doit pouvoir travailler ensemble. Okay. L'Afrique, nous, le Sénégal et le Congo, nous allons signer ce protocole d'accord. Mais nous allons vendre cette méthodologie. Nous allons vendre cette façon de faire à d'autres pays. D'ailleurs, nous en avons parlé à Berlin. Du 2 au 3 avril, nous étions à Berlin au 3e sommet mondial sur le handicap. Ouais. Nous nous sommes retrouvés, quelques pays africains. Il y avait le Maroc, le Togo, la Guinée, le Congo, la République du Congo. Et il y avait la République démocratique du Congo qui était aussi qui était là. L'île Maurice était là. Nous nous sommes retrouvés et d'ailleurs, l'idée est sortie du ministre marocain qui nous a dit, bah, écoutez, pourquoi pas une conférence sur le social en Afrique. Et le Maroc a pris le lead pour nous organiser cette grande réunion et qui sera, peut-être qui verra le jour avant la fin de l'année. Donc voilà que le domaine du social, nous nous rendons compte qu'il est très important pour l'Afrique de s'organiser pour que nous puissions avoir des politiques dynamiques, des belles politiques sur la gestion des problèmes sociaux. Alors, comment voyez-vous l'importance de la solidarité africaine dans la gestion des crises humanitaires? L'Afrique, historiquement, est reconnue dans le domaine de la solidarité. Quelque part dans nos échanges, je vous ai dit, nous avons été reçus. Nous avons été reçus au Sénégal, dans un cadre pas très protocolaire, je dirais, dans un cadre social, dans un cadre de solidarité. L'Afrique a toujours réagi comme ça. Le Sénégal et le Congo, je peux vous en parler depuis le sergent Malamine. Vous ne devez même pas le savoir. Je ne sais pas si l'histoire sénégalaise parle du sergent Malamine. Le sergent Malamine, c'est lui qui a permis à De Brazza d'arriver au Congo, de pouvoir parler avec le roi Makoko. Et donc, depuis cette époque-là, les Sénégalais sont arrivés au Congo. Vous avez des Sénégalais qui occupent des parcelles au centre de Brazzaville, au centre de Pointe-Noire, au centre de Dolisie, au centre de Ouesso. Vous avez ces populations, ces Sénégalais qui étaient venus. Pourquoi ils se sont installés? Mais c'est justement dans le cadre de cette solidarité. Ils ont eu les facilités de s'installer, de se marier et de pouvoir construire leur vie, de se sentir chez eux. C'est comme les jeunes Congolais que je vois, que je croise ici à Dakar, qui sont venus pour faire des études, mais qui se sont installés, qui s'installent, qui se cherchent. Ils sont acceptés par leur père sénégalais. C'est comme au Congo, c'est pratiquement pareil. Nous venons d'enterrer le vendredi un conseiller spécial, qui a été conseiller spécial pendant 25 ans de notre président de la République. Nous l'avons enterré ici à Dakar. C'était un Sénégalais. Voilà, donc pour vous dire que cette solidarité ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, dans le cadre de cette solidarité, je peux vous dire que nous recevons, nous, Congo, République du Congo, des populations qui viennent de la RDC, des populations qui viennent de la RCA. Depuis la crise centrafricaine, nous avons des Centrafricains qui vivent chez nous, près de 60 000 Centrafricains qui sont au Congo et que nous faisons face à cela. Nous faisons face à cela. Tout dernièrement, en dehors de la crise de Goma, il y a d'autres crises intérieures entre des groupes ethniques. Voilà. Je peux vous parler du groupe Téké contre le groupe Nounou, le groupe Téké contre le groupe Yaka, toujours de la RDC, mais qui viennent au Congo par le corridor fluvial. Mais nous ne les laissons pas dehors, il faut s'en occuper. Nous, ministère des Affaires sociales, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous regardons dans nos entrepôts, nous partons vers eux. Quand nous avons la gestion des catastrophes... Par rapport à ça, quelle action votre ministère mène-t-il pour assister ces personnes vulnérables? Nous leur apportons des produits de première nécessité, des kits d'hygiène pour des femmes. Nous leur apportons des kits alimentaires. Parce que quand ils viennent, ils n'ont rien. Ils n'ont rien en main. Ils viennent, il faut bien qu'ils mangent. Nous leur apportons des kits pour se coucher. Nous leur apportons des matelas, nous leur apportons des tentes quand nous en avons en stock. Nous leur apportons ce qu'il faut pour qu'ils ne se sentent pas vraiment en situation de précarité. Et d'ailleurs, je vais vous dire, madame, pour des réfugiés centrafricains
qui vivent dans le département de la Likwala, tout au nord du Congo, vers la frontière justement avec la RCA. Mais ces populations ont été bénéficiaires du projet Lisungi. Les ménages ont bénéficié de l'assistance du Congo avec des transferts monétaires et des transferts avec de la mise en place des activités génératrices de revenus. Le Congo sait recevoir. Le Congo, par le ministère des Affaires sociales, par le ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire, met des mécanismes en place quand le Congo se retrouve devant des situations de précarité des personnes qui se déplacent. D'accord. Chers téléspectateurs, je rappelle que vous suivez votre émission, c'est Questions à débattre. Nous recevons ce plateau, Madame la Ministre. Alors, Madame la Ministre, quelles sont les initiatives spécifiques de votre ministère en faveur des femmes, des enfants et des personnes en situation de handicap? Quelles sont les stratégies? Les initiatives. Les initiatives. Ouh là là. Ben, écoutez, les initiatives sont là. Les enfants, ceux qui prennent les enfants sont l'avenir de nos pays. Nous avons des structures d'accueil pour les enfants qui se retrouvent dans les rues, les enfants qui décrochent, les enfants qui fuguent. Nous avons un centre d'insertion et de réinsertion des enfants de la rue. Nous avons des ONG aussi qui travaillent avec nous, qui s'occupent qui ont des orphelinats ou qui s'occupent des enfants qui se retrouvent en situation de rue. Nous venons à leur aide. Nous leur venons en aide. Les femmes, nous avons non seulement un ministère de la promotion de la femme, nous avons un ministère de la promotion de la femme et nous avons une très bonne loi que nous avons mise en place, la loi dite, la loi Moebara, qui permet de protéger les femmes. Parlez-nous un peu de cette loi. Voilà. C'est une loi qui a été votée pour protéger les femmes. Vous pensez c'est normal de taper sur une femme? Je suis là en face des hommes. Ce n'est pas normal de taper sur sa femme. Et la femme aussi. Ce n'est pas normal qu'elle manque du respect à son mari, à son homme. Une femme qui est enceinte, un homme qui l'abandonne. Ce n'est pas normal. C'est votre grossesse, il faut être responsable. Cette loi interdit à tout Congolais, déjà, rien que ça, de porter main à une femme, à son épouse. Dès que vous le faites, la loi vous frappe. La loi vous frappe, vous n'avez pas le droit. Il y a la bouche, il y a la parole, vous pouvez échanger, vous pouvez parler. Les femmes, je ne sais pas comment ça se passe au Sénégal, mais chez nous au Congo, très souvent, quand l'époux décède, eh bien, la dame, elle était mise à l'extérieur, dehors, avec les enfants, et les parents du mari s'accaparaient de tous les biens, même si la femme a travaillé avec son mari depuis le début. Eh bien là, la loi frappe. La belle famille n'a plus le droit de prendre ce qui appartenait au couple. Qu'il y ait des enfants, qu'il n'y ait pas des enfants. Et là, nous sommes en train de travailler pour que même quand le couple n'était pas marié à l'état civil, si le couple a mis du temps ensemble, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils étaient ensemble, et que l'un, c'est surtout l'époux qui décède, et la femme qui reste, qu'elle ne se retrouve pas dans la rue sans rien. Donc c'est une loi qui protège vraiment la femme. Okay. Et nous, au niveau du ministère, que faisons-nous des dames? Je peux vous dire que là, la veille de mon arrivée, et même pendant que je suis ici à Dakar, ben, nous avons de tristes nouvelles, des mamans une avant que je vienne, qui a mis au monde des triplés et qui est décédée. Et le papa, il est vulnérable. Que faisons-nous? Ben, nous devons prendre en charge ces enfants. Nous devons les placer, après enquête, si la situation du papa n'est pas bonne, le temps que nous l'aidions à s'en sortir, eh ben, nous voulons placer d'abord les enfants dans une crèche pouponnière sous la protection de l'État, donc du ministère. Et jusqu'à ce que les enfants le papa va essayer de s'en sortir pour pouvoir élever les 3 enfants. Ce n'est pas un enfant, c'est 3 enfants. C'est vraiment très difficile. Donc, l'enfant, il est protégé au Congo. Nous avons la loi Potignon. La loi Potignon
qui est une loi qui a été votée, ça fait à peu près, nous allons vers 10-15 ans, je crois, depuis que la loi a été votée. Je n'étais même pas ministre. Mais c'est une loi qui protège les enfants. Ok. Une loi qui protège les enfants. Nous avons l'arsenal juridique en ce qui concerne la protection de l'enfant et la protection de la femme, maintenant avec la loi Moïbara que nous avons votée il y a 2 ans de cela maintenant. Et votre ministère aussi soutient l'autonomisation des femmes. Bien sûr, notre ministère, mais à partir des financements, des projets avec les thémagères, qu'est-ce que nous faisons? Mais en priorité, ce sont les femmes seules, chefs de ménage. Voilà. Des femmes seules, chefs de ménage. Pourquoi? Ben, nous devons les autonomiser afin qu'elles puissent prendre en charge leur vie, qu'elles prennent en charge leurs enfants, si jamais elles ont des enfants ou elles ont de la famille. Au lieu de vendre le corps, au lieu de faire n'importe quoi, ben, il faut les autonomiser. Il faut trouver les mécanismes pour les soutenir. Alors, juste une dernière question. Quel message souhaitez-vous adresser aux peuples africains sur l'importance de l'entraide et de l'humanisme? Le message que je voudrais adresser à nous, Africains, déjà en partant de ma mission que je viens d'effectuer, l'objectif général ou principal de cette mission, c'est l'économie sociale et solidaire. Tant que l'Afrique ne comprendra pas que nous devons développer cette économie de base, cette économie de la personne pauvre, de la personne vulnérable, nous ne pourrons vraiment pas atteindre les objectifs de nos économies, de nos macroéconomies que nous mettons en place, des grands plans de développement. Mais nous n'allons pas faire des plans de développement sans la base. C'est comme si nous construisons une maison sans une fondation, ou bien nous allons faire la fondation sur du sable. Nous ne sommes pas sur le bon sol. Nous voulons faire une fondation. Et puis, ben, qu'est-ce qui va se passer? La maison va s'écrouler. Mais c'est ça. Nos économies doivent être renforcées par les économies sociales et solidaires. Et là, je lance un cri. Tous les pays africains, regardons comment nous allons mettre en œuvre les politiques d'économie sociale et solidaire à partir des structures qui peuvent financer ces porteurs de projets. À taux zéro, à un taux, je ne sais pas, 1%, 2%, pour permettre aux populations vulnérables de pouvoir s'en sortir et enrichir l'économie nationale. Parce que si en bas, vous avez des pauvres, vous allez tout faire en haut, mais vous aurez toujours des problèmes dans vos pays. Nous aurons toujours des problèmes, il y aura des tensions. Mais si nous travaillons par le bas et si nous aidons nos jeunes qui terminent leur formation à développer des petites structures pour pouvoir s'en sortir. Je vais vous parler le cas des agriculteurs, les petits agriculteurs. Je prends le cas de mon pays. Les petits agriculteurs, les agricultrices de chez moi, qu'est-ce qu'elles font? Elles produisent, elles cultivent, elles récoltent, elles transforment, elles doivent aller vendre. Et ce sont des mères de famille. Comment voulez-vous qu'elles vivent longtemps? Comment voulez-vous qu'elle puisse apporter plus? Elle va se contenter de faire un demi-hectare. Elle va se contenter de faire 1000 mètres carrés de champ parce que c'est trop pénible pour elle. Elle cultive, elle récolte, elle transforme, elle vend. Et puis très souvent, qu'est-ce qui lui revient? Pas grand-chose. Et donc, il faut que nous ayons des start-up, que nous ayons des femmes qui cultivent, des femmes qui viennent acheter, des femmes qui vont... Pourquoi les femmes seulement? Et des jeunes. Des gens qui peuvent venir acheter, d'autres qui peuvent transformer et puis vendre. Nous sommes des pays, nous importons énormément dans le cadre alimentaire. Nous importons pour beaucoup d'argent, des centaines de milliards par mois. Mais c'est trop d'argent alors que nous pouvons produire. Nous avons des personnes qui sont là pour produire. Donc c'est un cri à l'Afrique. Développons notre économie par le bas, par le social, en développant une économie sociale et solidaire pour l'Afrique. D'accord. Voilà. Merci Madame la Ministre.
La chaîne panafricaine vous remercie de votre disponibilité. Nous vous remercions. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi votre émission Ces questions à débattre. Je vous donne rendez-vous prochainement avec une autre personnalité. Merci et bonsoir.